Bretagne 5, écoutez la Bretagne. 8h30, vous êtes bien à l'écoute de Bretagne 5. Ce matin, dans le coup de fil du matin, je suis au téléphone avec Bernadette Malgorn. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Bretagne 5. Alors Bernadette Malgorn, vous avez été préfète de région en Bretagne. Vous êtes une proche de Philippe Séguin, dont vous avez été également la directrice de cabinet. Vous avez été conseillère régionale et vous êtes aujourd'hui magistrate à la Cour des comptes, élue au conseil municipal de Brest, où vous conduisez le groupe d'opposition Rassemblement pour Brest, et vous êtes également conseillère communautaire de Brest Métropole. Voilà, j'ai essayé d'être complet. C'est très bien, oui. Alors, vous avez un projet pour Brest, effectivement, qui n'est pas tout à fait le même que celui que conduit la majorité aujourd'hui, et donc la municipalité de Brest. Oui, alors effectivement, lorsque nous nous sommes présentés aux élections municipales de 2014, nous portions un projet évidemment très différent de l'équipe sortante et qui a recueilli 47,5% des suffrages des Brestois. Donc beaucoup, très encourageant, mais pas suffisant. Il faut plus de 50% pour pouvoir l'emporter. Néanmoins, nous sommes conscients de nos responsabilités, ayant reçu quand même autant de suffrages et d'encouragements, pour que pendant tout ce mandat, jusqu'à 2020, et que nous l'espérons en continuant à proposer en 2020 la prolongation de notre projet et d'avoir plus de succès, nous sommes conscients donc de nos responsabilités vis-à-vis des Brestois, et semaine après semaine, conseil municipal et conseil de la métropole l'un après l'autre, nous défendons nos idées, nous défendons notre projet. Quand nous sommes d'accord, nous votons pour. Quand nous sommes pas d'accord, nous votons contre. Et quand nous sommes entre les deux, nous nous abstenons. Alors, notre projet, quel était-il ? Il partait d'abord d'un constat que Brest qui est quand même une ville très exceptionnelle, c'est très exceptionnel, ça je ne sais pas si tous les Bretons s'en rendent compte, les Brestois, oui quand même assez. Nous sommes dans un site exceptionnel, une rade qui est, disent certains, je pense assez objectivement, la plus belle du monde, en tout cas une des plus belles du monde, sûrement. Et puis, ce site a rencontré à un moment donné une volonté politique, c'était la France qui voulait se doter d'une marine qui rayonne sur toutes les mers du monde. Donc on est à la fois sur un site très privilégié et sur une histoire très privilégiée. Et l'histoire, le monde change, les choses évoluent, et il faut à partir de ce caractère très exceptionnel, rencontrer la modernité, avoir un nouveau projet, savoir jouer de tout ce que l'histoire nous a laissé et le transformer, pour l'avenir des générations futures, des générations actuelles. Et ça, le constat que nous avons fait, c'est que la municipalité socialiste, n'a pas du tout pris la mesure de ces enjeux. Et ça se traduit comment ? Par une baisse de la population de Brest. On a moins de 140 000 habitants alors qu'on est monté à plus de 170 000, qui n'est pas compensé au niveau de la métropole. Là aussi, ça a tendance à s'effriter. Alors maintenant, on réfléchit au niveau du pays de Brest. Oui, mais s'il n'y a pas de cœur dynamique à cette métropole et à ce pays, on ne pourra pas jouer le rôle d'attraction, de moteur qui doit être normalement celui de Brest. Comment vous expliquez que les gens quittent, alors que ce soit la métropole, la ville de Brest ou un petit peu plus largement le pays, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas assez d'emplois ? C'est le social qui peine ? Oui, alors je pense, si vous voulez, l'agrément de vie à Brest, il est réel. La qualité de la vie, l'offre de services, enfin tout ça pourrait retenir les familles, la population. Mais le gros problème, c'est le manque d'emploi. Certains chocs sont externes. Quand la marine a diminué les effectifs, c'est une donnée. Maintenant, est-ce que les édiles
en responsabilité à l'époque et maintenant se sont battus? Non. De la même manière, par exemple aujourd'hui, il y a le problème de la maintenance pour les sous-marins. Bon, on ne voit pas que les élus socialistes se mobilisent et se battent. Hein. Vous avez de la même manière, sur la réparation navale, il y a eu la déconstruction. On était quand même en pointe ici. On a toutes les compétences qu'il faut. Quand il y a eu la question de la déconstruction, c'était pas assez noble pour Brest. Donc la majorité socialiste ne s'est pas du tout battue. Et on a combien d'occasions perdues comme ça? Alors si j'entends bien la Marine nationale, donc qui quitte plus ou moins Brest, enfin qui garde quand même heureusement des infrastructures. Oui. Mais ça aurait pu être autre chose. Voilà, vous avez le sentiment qu'on a quand même beaucoup décentralisé. On a envoyé beaucoup de choses à Toulon au niveau de la Marine nationale. Vous pensez que les élus auraient pu se battre plus encore pour essayer de garder, alors la Marine nationale, oui évidemment des chantiers de déconstruction qui s'en vont plus sur la région de Bordeaux entre autres. Voilà, exactement. Non, ils ne se sont pas battus, ils n'ont pas pris la mesure, ils n'ont pas bien négocié les compensations. Ça n'a pas été du tout bien mené, et ils n'ont pas eu non plus de projet à moyen long terme sur la manière dont les sites de la marine et de la construction navale devaient être réintégrés dans le paysage urbain. Ce qui fait que, alors même que tout le site de la Pinfel, on le savait, n'avait plus d'intérêt stratégique pour le ministère de la Défense, on s'est lancé dans des projets coûteux et inutiles, comme le téléphérique pour franchir la Pinfel, alors que on savait bien que à une échéance très très proche, et qu'on aurait pu encore rapprocher si on avait bien négocié, le passage par la Pinfel allait être possible. Alors le téléphérique, justement, vous me tendez la perche, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce téléphérique? Parce que bon, ça devient un peu l'attraction, on en parle beaucoup. Oui, alors bon, c'est un effet de mode. Alors quand on est riche et bien portant, si on veut se payer une danseuse, ma foi, pourquoi pas. Mais quand on est pauvre et un peu souffreteux, ce qui est le cas de nos finances, eh bien, c'est vraiment pas la priorité. Donc, d'abord, on n'en a pas les moyens. Ça coûte quand même aux environs de 20 millions d'investissement, sans compter un déficit qui devrait se promener entre 1,5 et 1 million par an. On n'en a pas les moyens. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que, d'une part, on a fait un tram qui part du bas de Siam et qui dessert les Capucins. Donc le service existe déjà, et que par ailleurs, comme je le disais, la Pinfel va connaître dans les années à venir des aménagements qui permettront à beaucoup moindre coût, d'assurer le désenclavement. Et puis par ailleurs, je croyais que la question à laquelle il fallait répondre, c'était le problème de la circulation automobile entre la rive droite et la rive gauche. Que je sache, les voitures ne rentrent pas dans le téléphérique. Alors justement, vous parliez des finances tout à l'heure. Quelles sont-elles les finances à Brest aujourd'hui? Ah bien, les finances sont en grande difficulté. Alors, si parmi vos auditeurs, il y en a qui regardent les budgets et les comptes administratifs, qu'ils ne se trompent pas. Il ne faut pas regarder le budget de la ville de Brest. La ville, maintenant, n'a plus qu'un budget résiduel, où il y a la culture, le sport, l'éducation, et tout le reste, tout l'urbanisme, l'aménagement, etc., est dans le budget de la métropole. Alors, il faut regarder le budget de la métropole. Oh, celui de Brest, il est propre sur lui, c'est fait pour être la vitrine. Alors, les ratios sont bons, ce qu'il faut regarder, c'est la métropole, et quand on regarde la métropole, on voit qu'on est, alors d'après la municipalité, la métropole elle-même, dans l'orange du point de vue de l'endettement, du point de vue de la santé financière, nous disons cet orange-là, pour nous, il vaut du rouge, car à côté de la dette proprement dite, il y a énormément de garanties d'emprunt qui sont données, mais à qui? Eh bien, à des satellites de la métropole, dont l'actionnaire, si je peux dire, est la métropole elle-même.
Donc on se donne une garantie à soi-même, ce qui veut dire que c'est de la dette qui doit être complètement réintégrée comme une dette à part entière de la métropole. Voilà. Donc c'est pas étonnant si vous voulez. Le territoire perd de la population, le territoire s'appauvrit, la population s'appauvrit. Comment voulez-vous qu'avec tout ça, on puisse faire des dépenses somptuaires? Il y aura donc des économies à faire. Où vous les voyez, ces économies? Alors nous avons voté contre le téléphérique, 20 millions d'économies. Nous avons voté contre la ZAC des Capucins, l'aménagement des Capucins. On en est à peu près à 40 millions aujourd'hui. Et nous avons préconisé un moratoire sur toutes les zones d'habitat que l'on est en train d'ouvrir, Messiwal, Kerlinou, La Fontaine-Margot, etc., et qui à chaque fois se traduisent par des paquets de dépenses de 10 millions par-ci, 10 millions par-là. Par ailleurs, le projet de tram a été surdimensionné par rapport à la ville de Brest, et ça vaut chaque année une trentaine de millions. Donc vous voyez, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui pèsent sur les équilibres budgétaires, ce qui fait que à côté de ça, ils font d'énormes dépenses qui sont bien au-dessus de nos moyens, et à côté de ça, ils sont obligés de mégoter sur ce qui faisait un des éléments d'attractivité de Brest, c'est-à-dire la qualité de la vie. Vous pensez que cette qualité de la vie a été un peu perdue, ou en tout cas s'est dégradée? Ben oui, si vous voulez, ils ont nié la montée des problèmes d'insécurité. Et donc, ce qui était avant un atout formidable de Brest, tout le monde disait Brest c'est une grande ville, à la fois c'est une grande ville, mais en même temps on n'a pas les inconvénients de la grande ville. Par exemple, l'habitude c'était de laisser la porte des maisons et des appartements ouverte. C'était l'habitude. Mmh. Et maintenant c'est hors de question. Les vendeurs de portes blindées et de vidéos protection font de bonnes affaires. Mais qu'il n'y a qu'un malheur, c'est que ça, les particuliers s'en rendent compte, les particuliers en sont victimes, mais la municipalité est encore dans le déni. On est la seule ville de plus de 100 000 habitants qui n'a pas de police municipale. La municipalité de Brest refuse de mettre en place des vidéoprotections dans l'espace public. Il y a donc plus d'insécurité à Brest depuis quelques années. Ah oui, oui. Brest ça, je crois que tout observateur de bonne foi ne peut pas dire le contraire. Et alors, le sentiment d'insécurité est encore accru, et la réalité de l'insécurité, si vous voulez, par les trafics de drogue qui se font au vu et au su, sous les fenêtres du maire, et puis que la population est également inquiète par l'influence néfaste qu'a eu l'imam salafiste, qui est présent dans un quartier sensible de Brest, Pont-à-Nézène, et qui a en fait provoqué des ruptures, si vous voulez, dans la population. Pour les auditeurs, il s'agit de cet imam qui prêchait dans une mosquée contre la musique, entre autres. C'est ce qu'il a fait connaître sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé au Bataclan, disons, on peut avoir froid dans le dos quand même. Donc il y a aussi cette montée du communautarisme qui vous inquiète à Brest? Oui, et qui pourrait, que je pense, parce que très clairement la très grande majorité de la population d'origine étrangère, qui d'ailleurs très souvent est française, très souvent est française, ne participe pas du tout de cette dérive-là. Et donc, si on acceptait de voir les choses en face, de dire les choses, de ne plus être dans le déni, je pense que ça rassurerait toute la population, et y compris la population d'origine immigrée, les communautés musulmanes modérées, en tout cas qui veulent pratiquer leur religion normalement, pour des simples raisons religieuses et non pas politiques. Et il faut commencer par là.
Alors nous avons parlé, Bernadette Malgand, de sécurité, de projets pour Brest, nous avons parlé aussi de social, et à propos du social, il y a eu quelques mouvements ces temps derniers, on se rappelle des ATSEM en particulier, Oui. qui se sont mis en grève, et vous avez, il y a quelques jours, produit un communiqué dans la presse, disant entre autres que la municipalité de Brest n'utilisait pas les fonds à bon escient. En gros, ce que vous mettiez en cause, c'est le fait que Brest investit, en tout cas la ville de Brest investit dans les fêtes du port beaucoup d'argent, et vous avez estimé que cet argent serait peut-être plus utile justement à rémunérer les ATSEM. Oui, alors cette affaire n'est pas sortie d'un chapeau ces jours-ci. C'est l'été dernier. C'est l'été dernier que la municipalité a décidé de changer le régime de remplacement des ATSEM, des aides dans les écoles maternelles. Alors même qu'on n'avait pas encore digéré l'aménagement du temps de l'enfant, les rythmes scolaires. Nous n'étions pas favorables à l'application de l'aménagement du temps de l'enfant aux écoles maternelles. Et on pensait par ailleurs qu'ici à Brest, on n'avait pas les moyens de traiter l'affaire de façon correcte. Alors, la décision municipale de limiter les remplacements des agents est venue encore aggraver la situation. Nous avons dénoncé cette situation dès l'année dernière, dès 2015. Évidemment, sans aucune influence sur la municipalité, qui a continué comme si de rien n'était. Et évidemment, au bout d'un moment, les inconvénients se sont révélés, et bien les personnels qui n'en pouvaient plus, qui étaient surchargés, qui étaient vraiment en grande difficulté, on finit par se mettre en grève. Nous avions dénoncé cette décision bien avant que le personnel se mette en grève, et quand le personnel s'est mis en grève, nous avons dit, c'est logique, on devait s'y attendre. Et effectivement, nous avons préconisé que l'on revienne au système antérieur de remplacement, qui certes est plus favorable que dans bien d'autres villes, mais c'était justement un des atouts qu'on avait. Donc pourquoi se l'enlever ? On le sait. Parce qu'avec toutes leurs dépenses somptuaires, ils essayent de gratter sur le reste. Donc nous aurions fait d'autres choix. C'est clair. Alors, les fêtes, on n'est pas contre. Mais quand on s'aperçoit que ça coûte au minimum 12 millions, pour quelques jours, on se dit quand même que on pourrait faire aussi bien avec moins cher. Voilà. Au moins c'est clair. Également un autre mouvement social qui a marqué Brest ces temps derniers, c'est la fermeture possible du collège Kérichen. Quel est votre point de vue sur cette fermeture, en tout cas annoncée ? Alors nous pensons que c'est une erreur. Il y a eu de nombreuses évaluations qui ont été faites sur le système éducatif français, dont on sait qu'il a des problèmes quand on regarde les classements internationaux, etc. Et dans certaines de ces évaluations, on a mis en exergue que l'une des manières de lutter contre les discriminations et de faire un petit peu plus de mixité sociale dans l'éducation, c'était la notion de cité scolaire. C'est-à-dire, on commence dès les petites classes et on va jusqu'au bac, voire au-delà, quand il y a des classes préparatoires ou des BTS. À Brest, dans le public, dans l'éducation nationale, dans le public, ce qui répondait à ce schéma, c'était l'ensemble Kérichen, la cité Kérichen, où on part des primaires et où on va jusqu'au prépa. Et donc au milieu, il y a le collège. Voilà, c'est, d'après les experts, ce qui est le plus propice à la mixité sociale et à la réussite scolaire, donc des plus défavorisés. Alors comment expliquez-vous que... Eh bien, ce qu'on fait à Brest, c'est la chose qu'on démolit. Voilà. C'est un petit peu en contradiction en fait avec cet esprit de mixité sociale justement.
Oui, ben nous le défendons bien entendu, puisque c'est quand même l'avenir de la France et puis la dynamique de notre agglomération. Hein. C'est vrai que si on ne va pas chercher les petits Mozart hein, qui sommeillent un petit peu partout dans tous les milieux et dans tous les quartiers, eh bien on ne mettra pas en valeur tous les talents et on sera moins bon. Et puis bon, c'est une question de justice aussi, hein, en dehors même du rayonnement de notre région. Bernadette Malgorn, on a beaucoup parlé de Brest, mais le temps passe et j'aimerais vous voir aussi réagir sur, j'allais dire, au-delà des limites brestoises, voire même bretonnes de l'actualité, sur l'Europe, puisque vendredi, la Grande-Bretagne a choisi de quitter l'Europe. Comment vous analysez ça, vous, depuis un territoire breton, et comment, je serais tenté de dire, comment vous ressentez ce départ de la Grande-Bretagne? Bon, je crois tout d'abord que quand on interroge les peuples, eh bien, après ça, il faut tenir compte, c'est eux qui décident. Hein, je crois que c'est très très clair. Ce sont les peuples qui décident. Vous avez rappelé tout à l'heure ma collaboration avec Philippe Séguin. Vous vous souvenez sans doute des avertissements qu'il avait lancés, en dehors du fait qu'il a été le héros du non à Maastricht. Il avait dit ensuite, bon, le peuple a voté pour, donc on va pas y revenir. Hein, il faut construire l'Europe, mais il a toujours dit, il faut la construire autrement. Et je pense que le vote britannique est aussi une façon de dire que cette Europe-là ne tournait pas bien rond. Alors maintenant, les Britanniques sont quand même ils sont sur une île, hein, ils sont sur une île. Ils vont sans doute nous raconter que c'est le continent qui a quitté la Grande-Bretagne, hein. Alors, pour la Bretagne, ça aura des inconvénients économiques. Hein. Je crois qu'il faut pas se le cacher. Maintenant, quand on regarde nos frères celtiques, on voit que les Irlandais du Nord et les Écossais, ma foi, avaient un penchant pour l'Union européenne. Oui, tout à fait. Les Gallois, c'est moins net. Hein. Et les Gallois, c'est moins net. L'Écosse choisirait même, dit-on, de quitter la couronne britannique pour se rattacher plutôt à l'Europe. Alors écoutez, moi je suis jamais pour la réécriture de l'histoire. Ça n'est pas réversible. Hein. Ce qui s'est passé, c'est passé. Donc maintenant, il faut se projeter dans l'avenir et que si cette affaire du référendum britannique peut être une façon pour nous de rebâtir un projet européen beaucoup plus réaliste et beaucoup plus compréhensible pour les peuples, eh bien ma foi, messieurs les Anglais que nous aurons rendu service. Voilà, peut-être aussi donner des idées à d'autres peuples qui seraient tentés de dire bon, l'Europe ne convient pas comme elle est construite. Oh, écoutez, les peuples auront toujours raison. Je crois, nous sommes quand même des démocraties, hein, tous autant que nous sommes. On peut pas clouer au pilori tel ou tel pays sous prétexte que son gouvernement nous convient pas, hein. Et que je pense quand même, sans être du tout original, que le projet européen, il doit être bâti par une solide et véritable alliance, une construction qui se fait principalement entre la France et l'Allemagne, et avec des pays fondateurs solides comme l'Italie ou des pays qui se sont rattachés assez récemment, également comme l'Espagne, hein, qui eux-mêmes ont leurs propres perturbations. Si vous voulez, tout le monde a des problèmes. Hein. On n'a pas vécu une crise mondiale en 2008, une crise européenne en 2011, sans que ça ait des répercussions, sans que ça pose des interrogations. Bon, à nous de bâtir un nouveau projet. Malheureusement, nous n'avons pas un président de la République qui a une vision prospective. Hein. C'est peut-être un bon manœuvrier politique, mais ça n'est sûrement pas quelqu'un qui a une vision. Donc, moi, j'espère beaucoup que 2017 nous apportera une alternance qui permettra de bâtir un projet européen
réaliste et en phase avec les peuples. Un dernier mot, Bernadette Malgorn, avant de vous quitter. Vous avez été proche de Philippe Séguin, on le disait tout à l'heure, et vous le citiez même. Philippe Séguin, gaulliste convaincu. Que reste-t-il du gaullisme aujourd'hui ? Alors écoutez, tout le monde s'en réclame, y compris quelquefois de la manière la plus surprenante. Je crois qu'il en reste beaucoup dans les idées, beaucoup dans le cœur des Français et je l'espère de plus en plus dans l'inspiration des hommes et des femmes politiques. Bernadette Malgorn, merci d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux, je le sais, pour répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes magistrate à la Cour des comptes, élue au conseil municipal de Brest. Vous conduisez le groupe d'opposition Rassemblement pour Brest et vous êtes également conseillère communautaire de Brest Métropole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Kenavo. Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.